Bonjour Réseau, bienvenue à cet entretien pour les rencontres urbaines de Nancy. Commençons par le commencement. Pourquoi t'appelles-tu Réseau? Bon, alors, c'est une histoire qui date des années 80, je dirais. J'ai vu le graffiti dans les années 70-80 à New York, parce que j'ai de la famille à New York. Et donc, la famille de ma mère, elle vient de Paris. Et donc, mon père est allemand, ma mère française. Et pour moi, c'était important de trouver un pseudonyme qui est lié à la France. Donc, pour moi, c'était important d'avoir un nom français. Et c'est pour ça que j'ai trouvé Réseau. Surtout parce que j'étais toujours quelqu'un qui était très, très intéressé à avoir un réseau. Donc, de connaître pas mal de gens. Et voilà. Donc c'est un blaze complètement francophone. Il ne marche pas du tout en allemand? Non, pas du tout. Ça se prononce comment en allemand? À peu près pareil. Je dirais que, comme moi je prononce le nom, les gens en Allemagne ils essayent de reproduire. C'est pas tout à fait la même chose, mais à peu près. Tu disais que tu as découvert le graffiti à New York, ou tu le connaissais déjà avant d'y aller? Raconte-nous un peu cette relation new-yorkaise. Oui, les deux sœurs de mon père ont travaillé pour les Américains. Ma famille vient d'Allemagne, du côté de mon père, et du côté de ma mère, la famille vient de Paris. Et donc moi j'ai grandi à Saarbrück, et mes tantes ont travaillé pour les Américains à Kaiserslautern. Et c'est là qu'ils sont tombés amoureux, qui sont mariés, et puis qui sont partis à New York, dans le Bronx notamment, parce que mon oncle est originaire du Bronx. Et comme mon oncle il travaillait au centre-ville, donc à Manhattan, il m'a toujours ramené là-bas, et c'est là que j'ai vu les métros et les murs qui étaient peints, qui étaient remplis de graffiti. Et pour moi c'était impressionnant, avec les couleurs, avec les formes, et j'ai tout de suite compris que c'était quelque chose que je voulais faire absolument. Quel âge avais-tu? Je suis parti à New York la première fois, j'avais 6 mois, donc j'ai quasiment grandi avec le graffiti. Et ça a été un choc, t'associes ça à un choc d'enfant, à quelque chose d'impressionnant ou d'adolescent? À quel moment tu mettrais cette révélation de « je veux faire ça » ? C'est difficile parce que, en tant que jeune Allemand qui vient d'une ville qui était toute propre et qui voit la grande ville de New York, c'était complètement différent. Et puis les métros qui étaient peints, c'était quand même impressionnant aussi au niveau taille, format et tout ça. Et je dirais peut-être à partir de 10 ans. Donc tu viens de dire Saarbrück était une ville toute propre et New York était donc tout sale, parce que justement dans ces années 80, le graffiti qui explose est associé à la saleté, à la délinquance. Comment tu transportes culturellement tout ça en toi? C'est difficile. Moi, c'est vrai que la ville de New York était vraiment très très sale à l'époque, mais pour moi, c'était pas. J'étais concentré sur ce qui se passait sur les murs, et c'est ça ce qui m'a flashé et qui m'a. Et qu'est-ce qui se passait sur les murs? Qu'est-ce que tu as vu en particulier? Il y avait des tags, il y avait des lettrages, et sur les trains, il y avait des couleurs, il y avait des personnages qui ont été peints. Et c'était quand même, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que je connaissais pas ça d'Allemagne. Mais justement, c'est pour ça que je te posais la question de la saleté, venant d'une ville étant acculturée à un certain type d'urbain, atterrir dans cette explosion qui aujourd'hui est devenue une iconographie connue, même mainstream par certains côtés. Quand on a 20 ans aujourd'hui en 2024, ça ne fait pas surprise, je pense, alors que quand on a 10 ans en 1985, ça doit faire choc. Absolument, et surtout parce que comme en Allemagne, il y avait rien.
c'était quelque chose de complètement nouveau. Et ça, c'était quelque chose qui me fascinait et qui m'a captivé. Et du coup, quand tu rentres à Sarrebruck, qu'est-ce que tu emmènes avec toi? Des images, des photos, des contacts? Rien? Des dessins? Moi, je dirais un peu tout. Un peu de tout, parce que dès qu'on part à l'étranger, on part dans des grandes villes, c'est toujours... y a de l'influence, il y a de l'inspiration. Je ramène aussi des contacts. Et à chaque fois que je bouge, j'entre en contact avec d'autres personnes. Ce qui est très très intéressant parce qu'il y a un échange et c'est quasiment un... Comment dire, on apprend à chaque fois de nouvelles choses et puis on essaye de les intégrer aussi un peu dans le travail personnel. Et donc quand est-ce que tu commences à peindre? Quand est-ce que tu commences à peindre, quelle que soit ta pratique? Bombe, pas bombe? Tout de suite? Tu rentres de New York, tu peins? Ça dépend. Enfin, comme je dirais, quand j'étais vraiment dans le graffiti à fond, parce que là, en ce moment, c'est plus vraiment le graffiti. D'accord, c'est le mot peinture qui t'a induit en erreur? Non, pas du tout. Qui te fait douter, en fait, ouais. Oui, enfin, je dirais plutôt que l'approche, elle est différente. Parce que avant, dans le graffiti, c'est vrai que c'était, j'avais une esquisse et je savais pratiquement, je connaissais l'œuvre finale. J'avais l'œuvre en tête et je savais exactement quoi faire pour obtenir l'œuvre, oui, qui était dans ma tête. Par contre, là, en ce moment, ce que je fais, c'est je lâche un peu le contrôle, donc c'est plus... enfin, j'ai une idée en tête, mais c'est plutôt la démarche et aussi l'acte de peindre qui fait apparaître des choses que je peux pas tout à fait, comment dire, maîtriser auparavant. C'est vrai que ma question est une question de conservatrice, clairement. Du moment qu'il y a de la couleur sur une surface, c'est de la peinture. Donc je repose la question. Quand est-ce que tu as commencé le graffiti? Le graffiti, c'était, ouais, je dirais, 85 à peu près. Enfin, je peux pas le dire exactement parce que au début, c'est vrai que j'ai essayé de copier ce que j'ai vu dans les rues. Mais je dirais, le premier mur que j'ai peint, ouais, je pense 85-86. Et c'était à Sarrebruck, en Vandale, à la bombe? Voilà. As-tu des traces de tout ça? Bien sûr, personne ne nous écoute. Oui. Un jour, ça se montre. Et du coup, tu as commencé, tu as rencontré des gens qui faisaient la même chose à Sarrebruck? Tu as initié quelque chose? Enfin, quand moi j'ai commencé avec le graffiti à Sarrebruck, il y avait pas vraiment grand-chose. Enfin, il y avait des choses qui sont passées à Munich, à Heidelberg, tout simplement parce qu'il y avait des Américains. Et eux, ils ont ramené le graffiti là-bas. Mais à Sarrebruck, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des traces de graffeurs qui venaient de Paris ou de Francfort et qui sont passés à Sarrebruck et qui ont laissé des traces. Mais je dirais que les premiers graphes à Sarrebruck, à part moi, c'était fin des années 80. Et du coup, ce nom réseau arrive tout de suite? Pardon? Ton nom réseau arrive tout de suite? Non. Au début, j'avais plusieurs noms, mais c'était un processus de trouver le nom qui me semblait le plus proche de moi. Je disais ça parce que comment faire réseau là où il n'en existe pas? Comment on crée ce genre de lien? Comment as-tu fait pour fabriquer une maille artistique? Je sais pas, ça s'est fait comme ça. Enfin, on rencontre des gens et puis on reste en contact et peut-être aussi parce que j'ai publié un magazine de graffiti fin des années 80, début des années 90 et là j'étais en échange avec quasiment tout le monde, enfin avec l'Australie,
tous les magazines qui se sont faits en Europe, aux États-Unis. Donc on a fait un échange de magazines. Donc c'est eux qui ont fait la distribution sur place. Et puis moi, ils m'ont envoyé des magazines que moi j'ai essayé de distribuer dans la région. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, en 2024, Internet fait partie de nos vies. Mais qu'à la fin des années 80 et début des années 90, ça n'existait pas. Donc rentrer en contact, maintenir le contact et faire des échanges, chose qui se fait très simplement aujourd'hui, n'était pas la même chose. Quelle était la prise de contact, par exemple ? C'était par des amis qui, par exemple, ont rencontré des artistes, je sais pas, à Paris, ou de Lille, de Londres, de New York, et c'est comme ça qu'on s'est fait passer les numéros de téléphone, et puis les adresses postales, et puis on a envoyé des photos, on a envoyé des magazines, et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc ta boîte aux lettres, tu l'ouvrais, c'était pas des factures qui sortaient, mais des photos de murs, de gens que tu connaissais pas, avec un 06 peut-être pas, parce qu'il n'y avait pas de portable non plus, mais avec un numéro de téléphone derrière. Malheureusement, il y avait les deux, donc il y avait les factures et les lettres, mais c'est vrai que ça s'est fait comme ça. Ouais. Et par exemple, il y a des amis à moi qui ont rencontré des graffeurs de New York que je connaissais pas encore, et eux, ils m'ont donné les contacts, et puis je les ai appelés, et une fois quand j'étais à New York, eh bien, on s'est rencontrés, on a peint des murs. Et la question du magazine, qu'est-ce qui t'a inspiré l'idée de fabriquer un magazine depuis l'Allemagne pour le diffuser dans une communauté que tu contribuais à créer ? Ça, c'est difficile à répondre. Mais moi, j'avais toujours l'impression de devoir faire quelque chose. Donc, bien sûr, j'étais toujours artiste, mais j'avais toujours l'impression de devoir faire quelque chose pour le mouvement. Et pour moi, c'était s'il n'y avait pas de magazine, par exemple, tout simplement le graffiti aurait pas bougé autant. Ça n'aurait pas été un mouvement mondial, je pense. Et ça, c'était peut-être une toute petite contribution à la distribution du graffiti comme mouvement mondial. C'est une cause, en quelque sorte, la création de ce magazine. Voilà, oui. C'est ça. Mais en même temps, on parle de ces années fin 80, début 90, tu graffes, tu publies un magazine, mais comment tu gagnes ta vie ? Parce que ça ne paye pas tout ça. Là, je me suis prêté de l'argent. Fin des années 80, les magazines, c'était des copies sur des photocopieuses. C'était souvent en noir et blanc, peut-être il y avait une page en couleur, mais c'est comme ça vraiment qu'on a pu communiquer avec d'autres villes. Et en vendant les magazines, il y avait l'argent que je me suis prêté, qui est rentré encore une fois. Bon, j'ai pas gagné beaucoup d'argent avec, bien au contraire, mais ouais, pour moi, c'était important. Pour pouvoir autofinancer le magazine par ses ventes. Voilà, c'est ça. Et comment on le voyait ? Il était distribué comment, ce magazine ? Par les contacts. Donc, il y avait des amis à moi qui ont vendu le magazine dans d'autres villes, et comme dit, par des échanges. Donc, j'ai envoyé une 50aine de magazines à Paris, par exemple, et c'est là qu'ils ont fait la distribution, et vice-versa. Et c'est entre la France et l'Allemagne essentiellement le début de ce magazine. Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été diffusé un peu plus loin, un peu plus près, l'Allemagne, l'Italie, l'Allemagne, pardon, la Belgique, l'Italie, je pensais. Un peu partout. Enfin, je ne sais pas comment, mais au fur et à mesure, on a eu beaucoup de contacts avec des magazines internationaux. Et le magazine, il a été distribué en Australie, en Amérique du Nord, en Europe. Ouais, un peu partout. Et du coup, une fois que comment on te connaissait alors ? Plutôt comme le graffeur ou plutôt comme l'éditeur du magazine, plutôt comme les deux ? Qui on sonnait, qui on appelait ? Je pense que c'était plutôt le graffeur. C'était plutôt le graffeur. J'ai fait le magazine avec un ami. Donc on s'est un peu partagé le travail, mais moi j'étais à fond dans le graffiti. Et
c'est ce que je voulais faire. Le magazine, ça se faisait en plus, mais j'étais plutôt dans le graphe en tant qu'artiste. Et est-ce que tu t'es formé d'une manière ou d'une autre au graphisme, à la peinture par ailleurs? Quel est le cursus que tu as suivi? Je me suis formé moi-même et après mon bac, j'ai essayé de commencer avec des études aux Beaux-Arts à Sarrebruck. Mais moi j'ai trouvé que ça ne donnait pas vraiment la liberté de faire ce qu'on voulait. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans à peu près. Et puis ensuite je me suis dit non, ça vaut pas le coup. Et en plus de ça, je me suis dit je vais jamais pouvoir gagner ma vie avec l'art. C'est pour ça que j'ai fait des études pour devenir prof. Parce que je me suis dit on gagne pas mal, on a assez de temps pour faire du graphe. Et ouais, voilà, c'est ça à peu près le parcours. Mais aujourd'hui, ton activité, elle est 100% artistique. Oui, par contre, oui, mais je fais aussi, enfin j'ai aussi des activités de curateur et j'essaye aussi encore de promouvoir l'art urbain. Oui, parce que justement, ça c'est parmi tes nombreuses casquettes, oui, graffeur, certes, mais très vite diffuseur, comme tu l'as dit à l'instant, tu as toujours eu la volonté de faire quelque chose pour le mouvement, le magazine en a été une, mais tu es devenu aussi le curateur de la Biennale d'art urbain à Volklingen. Quels sont les jalons entre tout ça? Comment t'es passé du magazine à commissaire d'art, à curateur? Enfin, pour moi, le graffiti, c'était quelque chose d'intéressant et d'impressionnant quand j'étais adolescent. Après 15 ans, je dirais, 15 ans de graffiti, j'ai reconnu qu'il y a quand même pas vraiment beaucoup de choses qui ont changé depuis les années 80. Et pour moi, j'étais plutôt à la recherche de nouveaux chemins et puis d'autres influences. Et c'est comme ça que je suis passé, moi je dirais dans les années 90, je suis passé sur toile. Et ce passage de la rue à la toile dans les années 90, c'était quelque chose qui était perçu comme bizarre. Mais par contre, moi je me sentais plus libre de pouvoir travailler sur toile que dans le mouvement du graphe. Tout simplement parce qu'il y avait tellement de règles à respecter dans le graphe que je me suis dit c'est pas vraiment ma recherche. Enfin, moi j'étais toujours à la recherche de quelque chose de plus libre. C'est marrant quand tu parles de règles, parce que dans le graffiti, pour les profanes, au contraire, on s'imagine une grande liberté, une grande spontanéité de l'instinct. Quelles sont ces règles, quelles sont ces contraintes? Comme dit par exemple, le fait de passer sur toile, c'était quelque chose qui n'était pas accepté du tout dans les années 90. On est toujours obligé de peindre des lettres, on est toujours obligé de peindre à la bombe, il faut que les lettres soient alignées, lisibles pour la scène du graffiti. Et là par exemple j'ai commencé, je dirais fin des années 90 avec un ami, on a commencé à découper des lettrages. On a essayé de réaliser des fresques qui sont basées sur un concept. Donc il y avait, par exemple, il y avait 2 fresques qui ont été réalisées dans 2 villes différentes et on arrivait seulement à comprendre le total si on a vu les 2 fresques. Donc on a essayé de transférer aussi l'idée d'une fresque sur d'autres villes. Et ça, dans les années 90, c'était quelque chose qui se faisait pas. Enfin, il y avait des fresques qui ont été peintes, ça c'est sûr, mais où il y avait vraiment des concepts plus qui vont plus encore en profondeur. On voyait pas ça souvent. Alors que la fin des années 90, c'est justement le moment d'émergence du street art.
et aussi des galeries qui commencent à vendre du graffiti sur toile, au moins en France. Tu dis que c'était mal vu par la scène, hein, j'imagine, ce passage à la toile. D'où venaient les critiques? C'était plutôt la scène du graffiti. Enfin, le street art, c'est un mouvement à part, je dirais, moi. Et je pense que tous les graffeurs qui avaient le même état d'esprit, c'est des artistes que moi, par exemple, aujourd'hui, je dirais plutôt que c'est des artistes urbains. Et c'est peut-être un mélange de tout. Ils peignent encore à l'extérieur, mais ils travaillent aussi sur toile. Donc il y a des galeries qui sont ouvertes à ce mouvement-là. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui se font. Enfin, pour moi personnellement, je veux pas critiquer le graffiti, pas du tout. Mais pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont plus intéressantes dans le mouvement urbain que dans le graffiti traditionnel. Et justement, tu dis le graffiti, c'est une chose, le street art, c'en est une autre. Qu'est-ce que tu mets sous le mot street art ou l'art urbain? Pour moi, c'est des mouvements différents, comme par exemple aussi les affiches punk, plutôt de Californie par exemple. Et je dirais que ces trois mouvements, plus ou moins, se touchent à un certain niveau. Et c'est le fait que ces trois mouvements se sont faits dans la rue de façon illégale. Et je dirais que là où se touchent les trois mouvements, c'est là où débute l'art urbain. Enfin, c'est difficile à expliquer, surtout parce que j'ai plutôt l'habitude de m'exprimer en allemand. Donc, mais c'est quand même un bel exercice que tu fais là, de transbahuter tous ces concepts dans une autre langue, même qui est la tienne. Mais je suppose qu'en tant que curateur, puisqu'on était parti de là, qu'en tant que curateur, tu as travaillé plutôt en allemand et en anglais? Voilà, c'est ça. Et donc tous ces concepts que je te demande de reformuler en français, à quel endroit ils te paraissent plus ou moins justes ou pas? Est-ce que tu te retrouves dans ce mot street art ou plutôt dans art urbain? En allemand, comment le dis-tu? Là, en ce moment, moi je dirais plutôt... Enfin, c'est difficile à dire, parce que c'est surtout des historiens d'art qui ouvrent des tiroirs et qui essayent de mettre les artistes dedans. Donc moi je dirais plutôt que je suis artiste contemporain, mais aussi urbain. Parce que le graffiti, j'ai quitté le graffiti, je dirais, fin des années 90, début des années 2000, tout simplement parce que, enfin, comme dit, je peins encore des fresques, mais c'est plus vraiment du graffiti, je dirais. Et du coup, à quel moment deviens-tu curateur? Tu quittes la rue pour la toile, c'est un mouvement parallèle, ça vient après avec une pratique d'atelier? Je dirais c'est plutôt en parallèle. Donc j'ai lentement quitté le graffiti, je suis passé sur toile et comme j'ai dit tout au début, pour moi c'était important de vraiment aussi faire avancer cette forme d'art. Tout simplement parce que je suis persuadé que c'est l'art qui est le plus intéressant, enfin ce qui se passe en ce moment. Et c'est comme ça que j'ai essayé, comme avec le magazine, de ramener des artistes dans des institutions. Et comme j'ai beaucoup travaillé sur mon réseau, j'ai commencé à connaître des personnes qui étaient à la tête de certaines institutions. Je connais des personnes dans le domaine de la politique. Et c'est comme ça que ça s'est fait, que j'ai travaillé sur un concept, par exemple la Biennale à Völkling. Et c'est comme ça que l'ancien directeur, il a compris qu'il y avait beaucoup de potentiel et qu'il a pris la décision de faire cette expo. Et quand est-ce que ça a commencé, cette aventure de la Biennale?
C'était il y a 13 ans à peu près. Donc moi j'ai fait le concept parce que j'avais beaucoup d'amis qui avaient des œuvres à montrer. Il y avait par exemple aussi un ami à moi qui a montré Banksy à Hambourg, je crois que c'était en 2000 ou 2001. Et là il y avait un réseau d'artistes qui ont travaillé sur toile, et c'est comme ça que je me suis dit faut essayer faut essayer d'approcher le directeur de l'institution et puis de voir s'il y a moyen de faire une expo. Et pourquoi cette institution en particulier? De quelle institution on parle? Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi Volklingen en français? Oui, c'est l'ancien site sidérurgique de Völkling. Et ça a un côté pratique. Donc, comme moi j'habite à Saarbrück, Völkling c'est pas loin. Et ouais, c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est quoi comme site? Alors le site à Völkling, c'est impressionnant parce qu'il y a des, je sais pas comment ça s'appelle, des hauts fourneaux. Des hauts fourneaux, voilà. Il y a des hauts fourneaux. Il y a, ouais, c'est monstrueux. C'est un site qui quand on arrive là-bas, ça rappelle un peu les métropoles, enfin les villes, mais ça a aussi le côté industriel. Donc c'est très très difficile à décrire, mais c'est impressionnant. Et je trouvais déjà, quand j'ai vu le site, je trouvais que c'était parfait, c'était fait pour, j'avais l'impression, de montrer de l'art qui venait de la rue, qui a été transféré sur toile, et puis de revenir et d'être exposé dans un site tel que le site à Völkling. Pour moi, c'était parfait. Parce que c'est à côté de Saarbrück, le lieu est classé patrimoine mondial de l'humanité. C'est l'un des sites industriels les plus anciens figurant dans ce patrimoine mondial. Quand tu étais enfant à Saarbrück, il fonctionnait encore, je pense, en tout cas à petit régime. Oui, enfin, moi j'étais pas souvent à Völkling parce que moi c'était plutôt de l'autre côté que j'avais à faire, mais c'est vrai que le site il fonctionnait encore dans les années 80, même je pense début des années 90. Et il y a quand même beaucoup de personnes que je connais qui ont travaillé là-bas. Et dans les années 80, la ville de Völkling, c'était une ville importante. Enfin, il y avait de la vie, il y avait beaucoup de monde qui habitait là-bas, mais là, en ce moment, c'est le contraire. Donc c'est un peu le choc. Enfin, quand on connaît la ville de Völkling comme elle était dans les années 80 ou 70, et on la voit maintenant, c'est un monde complètement différent. Avec ce monstre industriel en plein milieu, qui est très visité quand même, et que tu avais visité avant qu'il ne devienne un musée, ou pas? Oui, enfin, pendant un certain temps, à ce qui me semble, le site, il était, enfin, il n'y avait pas moyen d'y accéder, mais il y a toujours des moyens pour trouver accès. Donc oui, je connaissais le site déjà avant, et j'y étais déjà avant que ce soit un musée. Et tu avais été peindre? Non. Non? Non. Du coup, cette pratique du site, cette connaissance du site, quand tu as proposé un projet culturel et artistique pour le lieu, est-ce qu'elle a influencé? Parce qu'il est impressionnant, le site, il est somptueux, c'est un monstre posé dans la plaine de la Sarre, mais s'imaginer exposé là-dedans, ce n'est pas un mouvement spontané, je pense. Oui, ça c'est vrai, mais par contre là, enfin moi j'avais la chance de connaître le lieu, donc moi quand il est question de mes œuvres à moi je pouvais vraiment travailler sur ces œuvres en ayant l'endroit en tête. Ce qui n'était pas le cas pour les autres artistes. Enfin, la décision a été prise, je pense que c'était au mois de décembre. Et on a dû réaliser l'exposition, enfin de travailler et puis de trouver les œuvres en, moi je dirais 3 mois.
Et donc ça laissait pas vraiment beaucoup de temps pour les artistes de peindre, donc on a essayé de trouver des œuvres qui pouvaient marcher dans cet endroit. Et moi j'étais le seul qui avait la chance de vraiment pouvoir réaliser des œuvres pour le site. Parce que dans le site, il y a plusieurs endroits d'exposition, appelons-le comme ça. La grande halle des turbines, il y a toute, je ne sais pas quels sont les termes réels, donc pardon aux fans d'industrie si je me trompe, mais toute cette grande halle d'entrepôt et où passaient les wagonnets, avec des creux, des bosses, des espèces d'alcôves aussi, ou qui se prêtent peut-être un peu plus à la peinture par exemple. Il y a tout un tas de coursives et d'espaces annexes, et le fameux paradis aussi, ce jardin, cette friche étrange. Par où as-tu commencé à exposer? Quel a été l'emplacement premier? Enfin, c'était pas le hall des turbines, c'était l'endroit où il y avait les creux dont tu parlais avant. Donc c'était à moitié à l'extérieur, enfin c'était couvert par un toit, mais ça faisait aussi le travail en tant que curateur, c'était pas facile parce qu'il fallait trouver des personnes qui étaient prêtes à donner des œuvres qui étaient plus ou moins exposées à l'extérieur. Donc il y avait le froid, il y avait la chaleur qui touchait les œuvres. Et donc ça c'était quand même contraignant. Comment tu as fait cette première sélection de fous furieux qui a bien voulu jouer le jeu? Bah, c'était des amis, donc c'était. Tu les as payés à coups de coups à boire, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non, mais pour moi, comme dit avant, j'avais 3 mois pour préparer l'expo, donc il fallait que ça aille vite. Donc j'ai pris contact avec un certain nombre d'artistes, et puis finalement, je pense qu'il y avait une vingtaine à peu près d'artistes lors de la première expo. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Quels artistes étaient là dès le premier jour? Des noms. Il y avait Darko de Paris, qui est franco-allemand d'ailleurs. Il y avait Kent de Francfort. Il y avait une œuvre de Der, de Bâle, qui est malheureusement décédé il y a 13 ans. Ouais, je pense 1 an avant l'expo. Il y avait qui d'autre? Il y avait Hendrik Beikirch. Il y avait qui d'autre encore? Il y avait Cope de New York. Et ils sont revenus après? Tu les as pas dégoûtés de la vie? Non, pas du tout. Non. Enfin, le directeur du site, il a compris qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui venaient pour l'expo, et c'est pour ça qu'il en a fait une biennale. Donc tous les 2 ans, l'expo elle était réalisée comment est-ce qu'on dit? Présentée au public. Voilà. Et puis à chaque fois il y avait d'autres artistes qui se sont joints. Il y en avait quelques-uns qui ne faisaient plus part, mais c'était pas c'était juste par raison de curation. On essayait de éventuellement mettre des points forts sur certains artistes, mais il y avait toujours, chaque année, il y avait d'autres artistes qui venaient en plus. Parce que la première fois, tu as 3 mois pour monter ce projet, mais la deuxième fois, tu as 2 ans. C'est royal au bar. Non, c'est pas vrai. Non, parce que les fonds, il y avait toujours la décision qui a été prise au mois de décembre pour les fonds de l'année suivante. Donc il y avait 3 mois à chaque fois. 3 mois chaque fois. Quelle angoisse. Ouais. Mais du coup, comment tu construisais ces curations? C'était en fonction des espaces, en fonction des artistes que tu voulais mettre en avant à un moment donné? Comme c'est un site vraiment immense, et le directeur, il voulait absolument qu'il n'y ait pas de point fort à ce qu'il y ait par exemple des sculptures qui soient montrées une année,
la prochaine fois quelque chose d'autre. Lui, il voulait vraiment avoir des masses d'artistes. Donc, fallait en trouver un maximum. Et ça, bon, c'était aussi pas facile en tant que curateur, mais parce que moi j'avais plutôt l'idée en tête biennale, c'est peut-être plutôt une année montrer des sculptures, la prochaine fois peut-être de faire un point fort sur je sais pas, des artistes féminins, ou éventuellement une autre fois je sais pas, des artistes qui viennent plutôt du street art. Enfin, et en fait, c'était un peu la course à chaque fois. Peux-tu le nommer, ce directeur, qu'on lui jette des cailloux? C'est professeur Dr. Meinrad Maria Grevenich. Donc c'est un nom allemand. Voilà. Et bon, ce directeur, il n'est plus directeur du site, donc ça a changé. Et maintenant, bon, il y a un autre curateur qui le fait. Et là, j'ai plus rien à voir avec le site. Et dans cette relation qui s'est installée avec le directeur, c'était un intérêt de sa part pour le graffiti, pour l'art urbain, qui l'a poussé à accepter ta proposition. C'est le potentiel qu'il y a vu, c'est les artistes que tu avais à lui proposer. Qu'est-ce que tu crois qui a pu séduire un institutionnel dans ta proposition? Ça, c'est difficile parce qu'au début, moi, j'avais l'impression qu'il ne voulait pas le faire. Et je pense qu'il a été mis sous pression pour le faire. Et finalement, il a vu qu'il y avait c'était vraiment, ça attirait beaucoup de personnes. Et moi, j'avais l'impression que c'était ça, son but. Ce que je comprends tout à fait, parce que de gérer un tel site, c'est pas évident. Et il faut vraiment, faut essayer de trouver le bon chemin entre qu'est-ce qui attire les personnes et qu'est-ce qui est, comment dire... Essaye. Quel mot tu cherches? Tu peux le dire en allemand. Hein. Il y a des germanophones dans la salle. Ah bon? Non. Non, c'est... Oui, enfin, je pense que c'est trouver le bon chemin entre ce qui est populaire et ce qui a encore un certain niveau. Et je pense qu'il se trouvait dans exactement cette situation. Et ouais, à mon avis, c'est ça. Donc il cherchait les visiteurs et d'autre part, il cherchait aussi... une qualité. Voilà. Mais du coup, comment est née la collection de Volklingen? Parce que maintenant, il y a des œuvres qui sont visibles à l'année, sur place, notamment dans le Paradis. Comment ce projet d'objets pérennes, d'objets artistiques pérennes, a vu le jour? Ou c'est le hasard qui a fait ça? Non, parce que moi j'ai toujours fait la proposition au directeur qu'il fallait aussi faire quelque chose à l'extérieur. Donc moi j'avais toujours l'impression, et je pense que malheureusement c'est encore aujourd'hui, c'est le cas, que le site se trouve au plein centre-ville de la ville de Völkling, mais il n'y a rien qui se fait avec la ville, dans la ville. Et il y a, bon, je dirais 10 ans à peu près, j'ai déjà essayé de réaliser des œuvres au centre-ville de Völkling pour vraiment aussi faire circuler les gens dans la ville. Mais à ce moment-là, le directeur, il n'était pas intéressé. Donc c'était en 2017. C'est là que j'ai proposé un autre projet à la ville de Saarbrück, le Art Walk. C'est une sorte de galerie en plein air. Donc il y a des artistes qui ont peint des façades au plein centre-ville de Saarbrück. Et ça s'est fait tout simplement parce qu'à Völkling, il n'y avait pas vraiment enfin, il n'y a personne qui voyait l'intérêt. Et comme ils n'étaient pas intéressés, je suis parti à Saarbrück pour réaliser ce projet là-bas. Mais aujourd'hui, parmi les œuvres qui sont encore visibles à Völklingen, il y a notamment des œuvres de Wils ou des œuvres de Jeff Aerosol. Est-ce que c'était des objets
qui devaient vivre leur vie et peut-être mourir, un peu comme dans la rue? Ou est-ce que c'était des objets qui ont été posés là dans une idée de durabilité? Non, je pense que les œuvres qui ont été réalisées dans le paradis, c'est à peu près ce qui se fait en ville. Donc il y a des murs qui sont peints. C'est pas évident parce que c'est quand même le site est classé patrimoine. Donc là, il fallait trouver des moyens pour comment poser une œuvre sur un mur, par exemple, sans le dégrader. Il fallait toujours qu'il y ait une possibilité d'enlever l'œuvre. Et d'autre part, il y a par exemple le mur de Vils qui est encore sur place. Et on voit que au fur et à mesure que le temps passe, ben le mur il change aussi. Il y a pas de couleur qui puisse partir, mais on voit, je sais pas, il y a le mur qui. Il y a l'érosion qui intervient. Voilà. Mais ce mur-là, il n'est pas enlevable. Il y a une œuvre d'Ella Épître qui peut être recouverte, peut-être. Mais l'œuvre de Vils, elle a altéré le mur fondamentalement, et même si elle s'érode. Donc comment fonctionne, parce qu'en France, le patrimoine, tu le sais peut-être, est une affaire politique et diplomatique très forte, avec notamment un certain nombre de classements, un certain nombre de contrôles de l'État, des villes, et notamment des architectes des bâtiments de France. Et c'est très difficile d'intervenir dans un site classé. Cette grande sidérurgie merveilleuse classée patrimoine mondial de l'humanité, vous y avez quand même une liberté assez incroyable vue de France. Quelles sont les contraintes d'intervention dans un lieu comme ça? Tu en as rencontré ou pas? Je pense notamment à certaines fresques que tu as fait faire sur les grands silos, qui ont disparu, je pense, depuis. Mais... Oui, par contre, là, c'était du papier, donc c'était du paste-up. Je sais pas comment. Oui, donc du collage. Voilà. Et puis d'autre part, par exemple, il y avait Mambo qui a peint c'était quoi? C'était une sorte de cheminée. Et cette cheminée, elle était recouverte d'un produit, à ce qui me semble, pour pouvoir enlever la peinture si nécessaire. Donc là, il y avait quand même quelques astuces pour contourner un tout petit peu. Et puis des fois, il y avait le directeur qui a dit on le fait et puis et puis c'est marrant. On se fiche un peu du... Ça fait un peu rêver. Et est-ce que du coup, avec l'installation de cette biennale, tu avais des gens qui venaient te proposer des projets, ou comment ça se passait? C'était toi qui partais à la recherche désespérée d'artistes, ou tu as eu un retour du mouvement des réseaux, justement, pour venir proposer des projets? Au niveau recherche d'artistes, il y avait jamais de problème, tout simplement parce que même s'il s'agissait par exemple d'artistes qui venaient de loin, il y avait moyen d'avoir recours à des collections par exemple, parce que c'est vrai que le budget qu'on avait pour réaliser l'expo était quasiment inexistant, donc il fallait vraiment essayer de trouver la possibilité pour accéder à des œuvres qui étaient en Europe. Et là, c'était plus facile de passer par des collections, par exemple, en ce qui concerne les transports. Mmh. Et pour les interventions in situ, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de sous. Où passer ces sous, justement, dans les artistes qui venaient intervenir sur place? Oui. Donc ça c'était un budget différent. Donc il y avait un budget pour les transports et puis il y avait un budget pour les artistes. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc qui s'est fait entre le site et les artistes. Donc je sais qu'ils ont été payés, il y avait de l'argent pour, et je pense que c'était correct. Mais sinon, pour les transports, c'est vrai que c'était chaud. Et du coup, cette biennale, elle s'est installée dans le paysage. Elle s'est installée dans le paysage allemand, mais dans le paysage transfrontalier aussi, européen. Est-ce que tu as eu des retours de cette initiative? Est-ce qu'elle a eu des petits-enfants? Y a une anecdote qui est assez assez marrante. J'avais un rendez-vous à New York avec un galeriste, Jonathan Levine,
Et donc on avait rendez-vous et je voulais lui ramener un petit cadeau. Donc je lui ai ramené le catalogue de l'expo à Völkling. Et de loin, il a vu le catalogue, il a déjà commencé à rigoler. Il a dit: ah, je connais l'expo. Et j'étais là et je me suis dit: ah bon, ok, mais comment ça se fait? Et puis il a dit qu'il était parti à Berlin pour 5 jours. Et il avait à faire pendant 4 jours en ce qui concerne sa galerie. Donc il y avait je pense des collectionneurs qu'il allait voir. Et le dernier jour, il voulait aller voir l'expo. Et tout d'un coup, pour lui, c'était un choc parce qu'il a vu tous les artistes sur l'affiche. Et pour lui, c'était clair que c'était une expo qui a dû avoir lieu à Berlin. Mais finalement, c'était pas Berlin, c'était de l'autre côté de l'Allemagne. Très loin, presque en France. Voilà, et c'est pour ça que malheureusement, il pouvait pas voir l'expo. Mais c'est ce qu'il avait en tête, et dès qu'il a vu le catalogue, il s'est rappelé ça ne pouvait avoir lieu qu'à Berlin. Quels sont tes liens avec la scène berlinoise? Est-ce que tu en as? Quels sont tes liens avec la scène berlinoise? Est-ce que tu en as? Il n'y en a pas vraiment. Enfin, moi, je trouve aussi que l'Allemagne, en ce qui concerne l'évolution de la scène du graffiti à l'art urbain, à partir d'un certain moment, je trouve que la scène allemande a chuté. Dans les années 90, je dirais que le mouvement allemand, c'était vraiment... ils ont réalisé des fresques à un très très haut niveau, aussi en ce qui concerne la technique. Mais à partir d'un certain moment, il y en a pas vraiment beaucoup qui ont commencé dans les années 80, qui ont continué et qui sont passés dans l'art urbain. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas vraiment beaucoup. Ce qui se passe à Berlin, c'est le street art. Là, il y a vraiment beaucoup d'artistes, mais des artistes qui sont plus ou moins, qu'on met qu'on classe sous art urbain. Je dirais, il y en a pas autant qu'en France. À quoi tu attribues ça? Comment ça se fait? Parce qu'au contraire, vu de Nancy, par exemple, la scène berlinoise fait fantasmer encore aujourd'hui. Je pense que l'approche, elle est différente. Donc les Berlinois, c'est plutôt le street art, je dirais, ou le graffiti. Mais des artistes qui font les deux, enfin qui ont commencé avec le graphe traditionnel et qui sont passés sur toile. À mon avis, il n'y en a pas vraiment beaucoup. C'est des mouvements différents, je dirais. Et dans ce domaine justement de cet art que tu défends aujourd'hui, puisque tu es devenu galeriste, on peut t'appeler comme ça, galeriste? Oui, mais oui, c'est difficile à dire parce que moi, je me perçois pas en tant que galeriste, mais c'est comme tous les projets que j'ai réalisés, c'est quelque chose pour vraiment faire avancer les artistes qui viennent, qui sont issus du graffiti et qui sont dans l'art urbain. Et du coup, je disais galeriste parce que tu as quand même un lieu à Saarbrück que tu tiens et dans lequel tu exposes et tu soutiens le travail d'autres artistes. Donc, curateur indoors peut-être. Comment te nommerais-tu aujourd'hui? Comment nommes-tu ta pratique? Ça, c'est difficile. C'est difficile à circonscrire, à nommer. Oui, peintre. Peintre qui expose d'autres peintres? J'ai jamais réfléchi à une description qui pourrait vraiment tout décrire. C'est difficile. Parce que comment fonctionne ton lieu? Comment il s'appelle? Il est où? La galerie, elle a quitté Saarbrück. C'est plus la galerie qu'il y avait avant. Donc maintenant, c'est Kvest, Kvest. Et la galerie se trouve dans une ancienne brasserie.
un monument assez impressionnant. C'est une tour brutalisme, enfin du brutalisme. Donc c'est vraiment c'est massif. Et bon, j'expose encore tous les artistes qu'on avait dans la galerie avant. Donc c'est des amis quasiment. Et moi je dirais c'est un mix entre non c'est pas correct. J'avais quelque chose en tête mais c'est pas non mais c'est des amis. C'est des amis? C'est des amis. Mais que tu essayes de vendre quand même. Oui. Enfin, il y a tout le monde, enfin tous les artistes qui essayent d'en vivre, et je pense que c'est important de les soutenir, et puis d'essayer de vendre les œuvres qu'ils font pour le marché d'art. Mais du coup, avec toutes tes aventures et tes différentes relations à ce marché de l'art, justement, en tant qu'artiste, que curateur, que, appelons-le galeriste pour la simplicité des choses, tu dois avoir tissé un autre réseau, un réseau de collectionneurs, j'imagine. Est-ce que cette jonction se fait facilement? Est-ce que c'est un réseau que tu as créé avec le temps? Comment est-ce né? Ça aussi, c'est difficile à répondre à cette question, mais j'ai l'impression que il y a quand même, enfin, les collectionneurs, j'ai l'impression qu'ils se sentent à l'aise avec moi, et ils sont devenus des amis au fil des années. Et je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est vraiment Ce sont des fidèles aussi qui suivent ton regard, j'imagine. Absolument, oui. Ils font confiance à ton point de vue sur tout ça. Voilà. Et justement, ton point de vue sur tout ça, parce que tu dis j'expose des gens qui sont des amis. Mais est-ce que ce cercle s'élargit? Est-ce que c'est un cercle de gens avec lesquels vous vous connaissez depuis très très longtemps? Quels sont les artistes que tu soutiens? Quels sont les artistes qui t'intéressent? Je dirais que ce sont tous, enfin tous les artistes de la galerie m'intéressent parce que j'apprécie beaucoup leur approche. Et donc c'est des artistes comme l'Atlas par exemple, Tank. Maintenant on est en préparation d'une expo avec Remy Ruff de Londres et avec John Wan de Paris. Il y a des Allemands comme par exemple Heiko Zahlmann, Stowhead, mais aussi des artistes qui viennent de New York par exemple, Sentu, Dash. Il y a des artistes d'Australie, enfin un artiste d'Australie, Finn McGee. Qui d'autre? Beaucoup de messieurs là-dedans. Oui, c'est vrai. On a une expo avec une artiste allemande, Julia Benz, fin de l'année. On a travaillé avec une artiste qui vient d'Espagne, Nouria Mori. Qui d'autre? Comment ça se fait qu'il y a autant de messieurs, à ton avis? Je pense que le graffiti, c'est vraiment, c'était, enfin, je connais pas mal de femmes graffeurs, mais c'était un domaine qui était vraiment dominé par des hommes. Enfin, il y a Mickey par exemple d'Amsterdam. Il y a 1, 2, 3 clans. Je ne sais pas si tu connais, c'est Sienne et Chlore. On a exposé Chlore par exemple. Mm-hmm. Mais je me posais la question par rapport à... par exemple aussi, qui vient de l'Est de l'Allemagne pour le Artwalk à Saarbrück. Parce que je me posais la question par rapport aux différents domaines. Le graffiti dominé par des hommes, comme tu dis. Est-ce que le street art ou l'art urbain fait plus de place aux femmes? Oui, certainement, oui. À quoi l'attribues-tu?
pense, oui, comme dit, le graffiti, c'est vraiment, c'est lourd en ce qui concerne les règles. Et il y avait quand même un point fort sur l'illégal. Et donc ça voulait toujours dire sortir la nuit, peindre des trains, aller dans des endroits qui étaient abandonnés. C'est quand même peut-être pas intéressant pour beaucoup de femmes. Mais c'est mon interprétation personnelle. Je ne sais pas si c'est la raison. Et dans le passage à la toile, du coup, tous ces artistes dont tu parles, ils ont fait ce chemin du mur à la toile. Est-ce que le travail en atelier ne serait pas moins genré, peut-être? Ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue dans ce passage du mur à la toile? Qu'est-ce qui s'est joué pour toi? Enfin, j'ai jamais quitté le mur, ça c'est sûr, mais je pense que j'ai trouvé plus de liberté en pouvant travailler à l'atelier. Je ne faisais plus partie d'un mouvement qui donnait des règles, donc c'était à moi de décider ce que je voulais faire. Parce que tu disais ça tout à l'heure, que tes graffitis, tu avais une idée que tu avais préparée, élaborée, que tu posais au mur. Rien d'intuitif, aucune part de hasard là-dedans. Aujourd'hui, dans tes toiles, de ce que j'ai pu en voir, ce que j'ai pu en entendre en entretien, il y a une énorme part de hasard dans certaines d'entre elles. Comment ça se négocie? Je trouve que d'avoir le contrôle d'une œuvre, par exemple, c'est quelque chose qui m'ennuie. Et là, j'ai commencé à projeter, par exemple, de la peinture sur la toile de façon différente. Et là, à ce moment-là, on ne sait pas exactement ce qui va se passer avec la peinture. Donc, comment est-ce qu'elle sèche? Comment est-ce qu'elle atterrit sur la toile? Et ça, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant, parce qu'il y a une part d'hasard. Bien sûr, il y a des œuvres que je suis obligé de détruire, parce que finalement, elles n'aboutissent à rien. Et il y en a d'autres où je n'arriverai pas à les reproduire, tout simplement parce qu'il y a cette part d'hasard qui fait partie de l'œuvre. Et le hasard, il arrive par l'outil, par la position de la toile? Comment c'est la densité de la peinture? Quelle est la porte par laquelle rentre? C'est un peu les deux. Donc l'outil, pour le graffiti par exemple, on a des caps différents pour les bombes de peinture. Donc si on essaye de remplir par exemple un lettrage rapidement, on prend un fat cap. Pour les contours, c'est un skinny cap. Et donc la taille du cap s'adapte à la phase dans laquelle on se trouve en peignant un graffiti, par exemple. Et si, par exemple, la toile elle est bien plus petite qu'un mur, donc là, en tant que graffeur, normalement, on prendrait un skinny cap pour adapter la taille du trait au format. Mais pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de travailler au fat cap, tout simplement parce qu'il y a des choses qui se passent et qu'on n'arrive peut-être plus à maîtriser, ou même qu'on ne veut même plus maîtriser. Et il y a des éclaboussures, il y a des choses qui sont, pour moi, bien plus intéressantes qui se passent que c'était le cas quand c'était contrôlé du début à la fin. Parce que l'une des choses intéressantes dans ce que tu dis, c'est justement dans ce passage du mur à la toile. Déjà, tu n'as pas quitté le mur du tout, d'après ce que tu dis.
Mais le mur est en contexte. Est-ce qu'il n'est pas autrement plus sexy qu'une toile finalement? Il est peut-être plus contraignant dans le vocabulaire du graffiti, mais pourquoi ne pas faire ce que tu fais sur toile sur des murs? Tout simplement parce que avec les outils, c'est pas, et aussi avec le positionnement des toiles, on n'arrive pas à faire la même chose sur mur. Donc je peux pas mettre le mur à plat, de verser de la peinture dessus ou de travailler avec un certain matériel. Donc là, je pense que, et c'est pour ça que je trouve que les deux parties sont intéressantes pour elles-mêmes. Parce que justement, c'est quelque chose d'assez frappant. Tu fais des formats qu'on appellerait des moyens formats. Pour quelqu'un venant du mur, on s'imaginerait que tu ferais des très grands formats. Quel est l'enjeu? Pourquoi tu préfères ces tailles plus taille 1, taille corporelle? Bon, là, les dernières œuvres que j'ai réalisées, j'ai beaucoup travaillé avec la sérigraphie. Et ça, là, il y a quand même... Les châssis sont une contrainte, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a moyen d'imprimer en différentes étapes, mais il faut dire qu'il y a quand même pas mal d'œuvres qui sont vraiment réduites au format des châssis. Je dis ça parce que chez d'autres peintres issus du graffiti, le going big fait partie de leur manière d'aborder la peinture, justement. De peindre avec des bombes ou des extincteurs pour couvrir des très grandes surfaces de toile, pour ne citer que quelques exemples comme ça. Alors que toi, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus artisanal qui t'a attiré là-dedans? Oui, certainement, mais enfin, je réalise quand même pas mal d'œuvres qui ont de plus grands formats. Mais oui, par exemple, l'extincteur, c'est vraiment, il faut des immenses formats. Parce que là, je t'ai vu travailler avec des pinceaux rafistolés, des sortes de brosses. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Qu'est-ce que tu utilises là-dedans? Bah, j'essaye d'utiliser un peu de tout, enfin des brosses à un format comme ça, c'est assez difficile d'en trouver, donc j'essaye de les mettre ensemble et puis de me fabriquer mes outils moi-même pour vraiment pouvoir travailler comme je le veux. Et qu'est-ce que tu fabriques? Dévoile un peu les secrets de cuisine. Bah, ouais. Là, c'est assez difficile parce que je connais les termes allemands et en français, ça. Donc, oui, enfin, des pinceaux que je regroupe et puis que je colle ensemble. Il y a des sortes de. Par exemple, Erles. Je sais pas, c'est. Enfin, on peut peindre des murs assez rapidement, donc il y a une sorte de pompe qui prend la peinture d'un seau et puis qui projette sur le mur, donc on n'est plus obligé de peindre le mur au rouleau par exemple. Ça par exemple c'est un outil que j'utilise sur toile. C'est peut-être entre l'extincteur et la bombe de peinture. C'est pas mal. Et je t'ai vu aussi utiliser des sortes d'essuie-glaces. Oui. Ça, c'est avec de la peinture diluée que tu travailles. Et le but, c'est de couvrir des surfaces, c'est de faire des coulures. Oui, enfin, c'est une façon aussi de projeter de la peinture. Enfin, la peinture, elle se trouve sur la toile et puis il faut avoir un outil pour projeter, enfin, pour faire bouger la peinture sur la toile. Donc c'est des essuie-glaces, c'est aussi des comment est-ce qu'on appelle des raclettes pour sérigraphie, il y en a vraiment des très grandes. J'utilise un peu de tout. Tout ce qui te tombe sous la main est bon pour la peinture. Voilà. Est-ce que tu disais tout à l'heure que c'est les historiens de l'art qui mettent les artistes dans des tiroirs.
Est-ce que cette pratique hybride, pour l'appeler comme ça, te définirait comme artiste? Comment, si on devait te mettre dans un tiroir, on te met dans lequel? Ben ça, c'est une discussion que j'ai menée beaucoup de fois avec plein d'artistes qui sont dans quasiment la même situation. C'est difficile. Enfin, nous, on trouve qu'on est des artistes, mais c'est vrai qu'on est très proche de l'art urbain. C'est peut-être un mix entre l'art urbain et l'art contemporain. Mais moi, je vois pas franchement la façon de différencier. Comment est-ce qu'on justifie que ce soit un artiste contemporain et d'autre part que ce soit un artiste urbain? C'est difficile à séparer, je trouve. Mais est-ce que ce ne sont pas des milieux séparés, justement? Est-ce que les uns exposent chez les autres? Est-ce que les uns fréquentent les autres? Comment tu le vis, ça? Oui, mais quand même, c'est pas facile à répondre. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'entre-soi dans tous les milieux, et dans le milieu de l'art urbain aussi. On se montre beaucoup entre copains, justement. Oui, c'est vrai. Et du coup, pour la personne qui arrive, l'historienne de l'art qui arrive, c'est simple. Les uns sont là, les autres sont là. Ouais, Ils ne se mélangent pas, d'ailleurs. Et on se demande pourquoi ils ne se mélangent pas alors qu'ils cherchent la même chose. Les peintres, notamment. Oui, non, mais moi j'ai l'impression que de plus en plus, il y a un mélange. Donc moi, je suis, par exemple, pas mal d'artistes qui ne viennent pas du côté urbain, que j'apprécie beaucoup. Par exemple Tania Moreau, par exemple. Enfin, c'est un travail qui est très proche de l'Atlas, mais que j'aime beaucoup. J'ai toujours des problèmes avec les noms. Fabienne Verdier. Moi, j'aime beaucoup ce qu'a fait Hans Hartung. Je t'ai entendu citer Richter aussi. Oui, mais c'était plutôt avec les comment est-ce qu'on dit, les raquelles pour, les raclettes. Les raclettes. Parce que lui, il travaille avec des... Comment est-ce qu'on dit ça? Oui, des grands tamis, je ne sais pas comment les appeler, ouais. oui, pour nettoyer la peinture au plus près de la toile aussi, oui, faire disparaître quasiment. Donc peut-être que là, il y a une certaine proximité, mais bon, l'approche, elle est différente, mais les ustensiles, c'est peut-être très proche. Donc tu cites des artistes qui sont beaucoup dans le geste, Fabienne Verdier notamment, même si ces derniers temps, c'est pas du tout par là qu'elle passe. Hartung, pareil, avec une matérialité très, très forte de sa toile. Alors que toi, on dirait que tu cherches justement à faire disparaître cette matérialité, à diluer un maximum. Ben, peut-être c'est ça. Oui. Par contre, je pense aussi ça a à voir avec la façon de travailler. Enfin, il y a certaines œuvres où on voit plus la matérialité, et il y en a d'autres qui vont dans une autre direction. Donc, je pense que ça a à voir avec l'œuvre individuelle. Donc, il y a différentes séries, si on veut. Dans mon travail, et elles vont dans différentes directions, je dirais. Et justement, dans ces liens art urbain, art contemporain, ou cette absence de lien, est-ce que la question géographique te paraît importante? L'un des lieux où ces milieux peuvent se croiser, c'est justement Berlin. Est-ce que le fait d'être à Saarbrück éloigne, rapproche? Je pense qu'à Berlin, c'est pas facile à Berlin, tout simplement parce qu'il y en a trop. Et je pense que là, c'est difficile. Enfin, moi, je suis plutôt fan de Paris que de Berlin, tout simplement parce que pour moi, c'est difficile de comprendre Berlin. Berlin, c'est comme beaucoup de villages qui sont rassemblés
Et moi, moi, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai plutôt tendance vers Paris, vers New York, mais Berlin, c'est pas vraiment la ville qui m'inspire le plus. Et du côté parisien, justement, qu'est-ce qui te parle là-dedans? Dans une scène artistique, dans des lieux, dans un espace urbain? Moi, je dirais, c'est plutôt les personnes, les artistes. Pour moi, l'échange avec ces artistes-là, ça me donne beaucoup. Et j'aime beaucoup la scène parisienne, les artistes qui sont montrés à Paris. Mais c'est vrai que la France, c'est une scène qui est plus ou moins autonome, je dirais. C'est-à-dire? Enfin, il y a par exemple, il y a des artistes comme John One, qui est très très connu en France, mais par exemple en Allemagne, il n'y a personne qui le connaît. Et ça, c'est quand même fascinant. Et j'ai l'impression que c'est difficile à accéder à la scène française quand on vient de l'extérieur. Et c'est comme une scène close sur elle-même. Enfin, Est-ce que c'est pas le cas de beaucoup de scènes en Europe? La scène allemande est-elle plus connue en France que l'inverse? Non, c'est vrai. Mais j'ai quand même l'impression que, enfin pour la scène allemande, je sais pas, mais par exemple les artistes qui viennent de New York, ils sont plus ou moins acceptés en France, comme en Allemagne, comme en Angleterre. Et là, enfin, on peut jamais généraliser, mais il y a quand même, il y a certains artistes qui sont des stars en France, mais qui le sont uniquement en France. Ça fait du bien de le dire, parce que c'est vrai que parfois, et notamment dans le milieu de l'art urbain, la divinisation de certains est parfois un peu exagérée. Moi qui suis espagnole, je vois un certain nombre de choses, je me dis mais vous ne connaissez pas les artistes de chez moi et je devrais connaître les artistes de chez vous. Et relativiser cette question est souvent intéressant. Oui, mais parlant d'Espagne, par exemple, Pantone, lui, il est connu à l'échelle internationale. Donc, mais par contre, lui, je le vois moins en France, mais lui, c'est les États-Unis, mais c'est pas réduit à l'Espagne. Mais je pense que c'est le passage par les États-Unis qui a fait sa carrière. Oui, c'est possible. Ouais. C'est une question de construction de la notoriété. Mais justement, dans cette manière tu as parlé de tous tes efforts pour faire circuler une scène. Est-ce que tu la trouves, ce mouvement graffiti, appelons-le comme ça, ou l'art urbain, je ne sais pas trop quelle terminologie utiliser, est-ce que tu trouves ces mouvements plus internationaux aujourd'hui qu'Internet est partout, ou plutôt dans les années 90, quand tu faisais ton magazine? Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus international. Enfin, il y avait moyen de communiquer, mais c'est vrai que c'était lié à beaucoup de travail. Et là, maintenant, ça va beaucoup plus vite. Enfin, moi, j'ai remarqué quand j'étais à Miami, par exemple, à la foire à Miami au mois de décembre, j'ai rencontré des artistes espagnols, j'ai rencontré des artistes de New York, enfin, un peu de partout. Et je savais qu'ils allaient être là-bas, tout simplement parce que sur Internet, dans les réseaux sociaux, on voit que les personnes vont être là-bas, et puis comme ça, c'est plus facile, je dirais. Je te pose la question parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a une trentaine d'années, il y avait peut-être plus le souci d'aller partout et moins la question d'être connu chez soi. Il y a peut-être une construction historique à rebours, des scènes nationales de l'art urbain qui se mettent en place depuis une dizaine, vingtaine d'années. Une sensation de je ne sais pas si l'appeler chauvinisme n'est pas un peu excessif, mais quelque chose de très identitaire finalement, de toutes ces scènes qui se revendiquent comme comment tu vois les choses? Oui, moi je vois une différence
qui me frappe beaucoup. Dans les années 80-90, on savait exactement le style avec lequel une certaine personne peignait un lettrage, par exemple. On savait à peu près d'où venait cette personne. Donc moi, je reconnaissais, sans connaître l'artiste, je savais que c'était un artiste qui venait plutôt de Paris, ou par exemple un style qui était très très marquant dans le temps, c'était le style de Heidelberg. Il y avait un style de Berlin, et là on savait exactement d'où venaient les gens, et à partir du temps de l'internet, où il y avait plus d'accessibilité, de voir tout ce qui se fait à l'échelle mondiale, faisait que finalement dans les villes il y avait une sorte de mix. Donc on pouvait plus dire cette personne elle vient plutôt de ce coin. Donc là je pense que aussi la rapidité de l'évolution en ce qui concerne les styles. Donc il y avait quelqu'un qui a fait quelque chose dans le temps, ça a pris beaucoup plus de temps pour que ça se répande. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. Donc il y a quelqu'un qui fait quelque chose à Los Angeles et qui plaît à beaucoup de personnes. Il y en a plein d'autres qui commencent à copier. Et du coup, il y a peut-être moins de maturation, moins de temps de réflexion dans les pratiques. Oui, absolument, absolument. Et ça, donc le graffiti va lui aussi vite qu'Internet aujourd'hui ? Je dirais oui. Mais ça, comme dit, pour moi, c'est un truc qui me déçoit un peu en ce qui concerne le graffiti, c'est que finalement, bon, il y a certainement la technique qui a avancé, donc la main-d'œuvre, l'artisanat, si on veut, mais au niveau style, c'est quand même assez comparable à ce qui a été fait dans les années 80-90. Mmh. Et donc aujourd'hui, la recherche, pour toi, elle se situe où ? C'est un peu de tout. J'aime quand même le graphe, ça c'est sûr, mais je commence à plus sélectionner. Donc il y a des artistes que je trouvais intéressants dans les années 80, ou 90 aussi, mais maintenant, 30 ans plus tard, je vois les œuvres et c'est des œuvres qui auraient pu être peintes il y a 30 ans. Et donc ça me lasse un peu. Donc moi, j'essaye de trouver les choses intéressantes dans le graffiti, dans l'art contemporain, un peu partout. Je trouve que c'est important d'avoir une ouverture d'esprit, et c'est pour ça, pour moi aussi, c'est important de beaucoup bouger, de voir beaucoup de choses dans les grandes villes, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Mais il y a plus de sélection qu'avant. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut apporter depuis nos coins reculés du monde, d'Allemagne et de France, Sarrebruck, Nancy ? Quelle est notre partition à jouer dans ce vaste monde de l'art ? Est-ce que nous avons une valeur ajoutée depuis nos positions ? Oui. Et je trouve qu'on a une valeur tout simplement parce que les artistes qui viennent de cette région, je pense qu'ils ont un passé commun, et je trouve aussi que même si les artistes sont influencés par les métropoles, je trouve que quand même il y a un côté qui touche aussi notre patrimoine. Et je trouve aussi que pour moi, c'est important d'avoir un certain recul. D'être à New York, par exemple, c'est très impressionnant, c'est très intéressant, ça influence beaucoup, mais je suis content vraiment de pouvoir revenir à Sarrebruck pour avoir un certain recul, d'avoir
comment dire, cette densité tous les jours, je pense qu'à partir d'un certain moment, ça lasse les personnes aussi. Et je suis pas sûr si les artistes qui viennent, par exemple, de Paris ou New York, si ces personnes-là ont encore le sentiment d'être influencées par ces villes-là. Je sais pas. Il faudrait que tu interroges John Wan sur tout ça. C'est un bon représentant là-dessus. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que lui aussi, il a bougé avec son atelier. Il est parti à Roubaix, je crois. Donc il a un atelier à Paris et puis un autre atelier. Et je pense que pour lui aussi, j'en ai parlé à Sentou, par exemple, qui avait son atelier dans le Bronx depuis, je sais pas, 25 ans. Il a déménagé et puis maintenant il vit dans une petite ville 45 minutes de New York. Donc il a un peu les deux. Il peut partir à New York quand il veut, mais il a le recul, il a sa tranquillité. Peut-être c'est aussi l'âge, je sais pas. Est-ce que justement le meilleur de l'urbain, c'est quand on est périurbain? Et peut-être pour finir notre entretien, en espérant que je ne vais pas recraquer, une question rituelle que j'aime poser, qu'est-ce que c'est que l'urbain pour toi? Pour moi, l'urbain, c'est l'inspiration, c'est l'aventure. Ouais, je dirais c'est à peu près ça. Même dans nos petites villes? Même dans une petite ville, je pense que c'est un peu différent, mais quand même, il y a des petites villes qui sont intéressantes et qui donnent beaucoup d'inspiration, je trouve. Eh bien, merci beaucoup et pardon par toutes mes interruptions intempestives. Merci de t'avoir prêté au jeu. Merci beaucoup.